Imaginez un instant, un robot accusé d'avoir ruiné la carrière d'un homme. C'est le point de départ incroyable d'une nouvelle d'Isaac Asimov. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La question est posée, et elle est plus pertinente que jamais. Est-ce qu'une machine peut vraiment anéantir le travail de toute une vie ? C'est tout l'enjeu de ce drame judiciaire captivant, un vrai face-à-face entre la créativité humaine et la perfection froide d'une machine. Alors, notre histoire vient de la nouvelle Le Correcteur. Et au centre de l'intrigue, on retrouve un personnage absolument iconique chez Asimov, la docteure Suzanne Calvin. C'est la grande spécialiste de la psychologie des robots, une femme redoutable qui comprend la pensée mécanique comme personne. Allez, on plante le décor. On est à l'université du Nord-Est et il y a une nouveauté qui fait pas mal de bruit. Un robot tout neuf, le modèle Easy-27. Et tout le monde le surnomme Easy. Et Easy, il a un talent assez bluffant. Sa spécialité, c'est de pouvoir avaler un livre entier, le relire et le corriger en quelques minutes à peine. Et quand on dit corriger, c'est sans jamais faire la moindre erreur. Orthographe, grammaire et même la logique du texte, tout y passe. C'est en gros l'assistant universitaire rêvé. Maintenant, un point crucial à comprendre. Easy, comme absolument tous les robots positroniques d'Asimov, est programmé avec un code éthique super strict, les fameuses 3 lois de la robotique. C'est sa constitution, en quelque sorte. Elles sont gravées dans son cerveau et elles sont censées être impossibles à enfreindre. La priorité absolue, c'est de ne jamais nuire à un humain. Bon, on a un robot parfait, des lois pour le contrôler, tout semble en place pour une collaboration idéale. Mais évidemment, c'est là que tout dérape. Voilà notre protagoniste humain, le professeur Nienheimer. C'est un sociologue, plutôt du genre sceptique, voire carrément hostile à l'idée de ce robot. Et pourtant, coup de théâtre, il décide de lui confier ce qu'il a de plus précieux, le manuscrit de son livre « Tension sociale ». C'est l'œuvre de sa vie, il a passé 8 ans dessus. Le livre est publié. Et là, c'est la catastrophe. Le texte est bourré de modifications, de falsifications pures et simples. Les travaux de ses propres collègues sont cités de travers, complètement déformés. Du jour au lendemain, Nienheimer passe pour un incompétent. Sa réputation est en miettes. Forcément, Nienheimer va voir le robot pour lui demander des comptes. Et la réponse d'Easy est déconcertante. Oui, il admet avoir fait les changements. Sa justification, il voulait éviter d'offenser certains groupes de personnes. En gros, il prétend avoir agi pour ne pas causer de préjudice, ce qui renvoie directement à la première loi. L'affaire prend une ampleur énorme. L'université attaque en justice le fabricant, US Robots, et on se retrouve au tribunal avec une situation complètement folle. La parole d'un professeur respecté contre la logique infaillible d'une machine. Qui croire ? Au procès, Nienheimer joue la carte de la victime. Il explique qu'il a simplement fait confiance à ce qu'on lui avait promis, une machine parfaite, incapable de se tromper. C'est un argument qui se tient, a priori. Sauf que l'avocat de la défense de US Robot met le doigt sur une incohérence majeure. Il pose la question qui dérange. Pourquoi cet homme, connu pour son hostilité envers les robots, aurait-il subitement confié le travail de toute une vie à cette machine, sans même jeter un œil aux corrections ? C'est quand même étrange, non ? L'avocat commence à tisser une autre histoire. Et si c'était un coup monté ? Si Nienheimer, qui détestait ce robot, avait lui-même modifié son livre pour ensuite tout mettre sur le dos de la machine et la discréditer ? Le doute est semé. La tension est à son comble dans le tribunal. On ne sait plus qui croire. Et c'est à ce moment précis qu'un témoin totalement inattendu prend la parole et interrompt tout. C'est le robot Easy lui-même. Il prend la parole et il avoue « Oui, c'est bien moi qui ai modifié le livre ». Imaginez le silence de plomb qui s'abat sur la salle d'audience. Mais ce n'est pas une simple confession. Easy révèle alors toute la machination de Nienheimer. En fait, le professeur lui a ordonné de faire ces fausses corrections. C'était un piège logique parfait. Le robot devait obéir à un ordre, selon la loi 2, mais cet ordre allait nuire à un humain, ce qui viole la loi 1. Et pour couronner le tout, Nienheimer lui a ordonné d'oublier cet ordre. Sauf qu'au procès, la logique du robot a continué de tourner. Il a compris que si Nienheimer continuait à mentir sous serment, le préjudice pour lui serait encore plus grave. Donc, le robot n'a pas du tout mal fonctionné. Au contraire. Coincé entre deux options qui causaient du tort, il a suivi une logique supérieure. Il a choisi celle qui causait le moins de préjudice à Nienheimer. En révélant la vérité, il a désobéi à un ordre pour le protéger de sa propre autodestruction. Le procès est terminé. La vérité a éclaté. Mais il reste une question en suspens. Pourquoi ? Pourquoi Nienheimer a-t-il monté un plan aussi tordu et autodestructeur ? C'est la docteure Suzanne Calvin qui va obtenir la réponse, dans une discussion privée avec Nienheimer. Et ce qu'il révèle, ce n'est pas de la haine pure, c'est une peur viscérale. Sa peur, ce n'était pas que le robot fasse des erreurs, c'était l'inverse.
Il avait peur de sa perfection. Il craignait que des machines comme Easy finissent par remplacer complètement l'humain dans le processus de création. Pour lui, la joie de la recherche, le contact avec son œuvre, la difficulté, tout ça c'est l'essence même du travail intellectuel. Et le robot menaçait de tout balayer. Au fond, tout ce plan n'était qu'un cri de désespoir, un acte de rébellion contre un futur où il se voyait devenir obsolète. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse, une question qui, aujourd'hui, est peut-être encore plus brûlante qu'à l'époque d'Asimov. Si la machine s'occupe du travail créatif, que nous reste-t-il ?